Dans ce journal, il sera question de l'opération d'identification des enseignants contractuels initiée par la Halcia qui débutera demain. Ensuite, dans cette édition, vous entendrez le président du MOJEN qui demande au président Issoufou Mahamadou de remettre à la disposition de la justice les personnalités impliquées dans la fraude du recrutement des agents de santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la Halcia procédera à partir de demain à une opération d'identification des enseignants contractuels sur l'ensemble du territoire national. Quelle appréciation les syndicats font-ils de cette démarche? Élément de réponse dans ce reportage de Ibrahim Tikiré et Saroudoumi. C'est ce lundi 30 mai 2016 que débutera une opération d'identification des enseignants contractuels. Une opération nationale qui sera conduite par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour le Ben Sinaseb, la décision est la bienvenue. L'objectif que vise cette correspondance et ce contrôle de la Halcia, c'est tout simplement de vérifier réellement ce que l'État est en train de perdre en termes de pécule des contractuels, parce que on doit comprendre que beaucoup de noms sont sur les états de paiement qui en réalité les concernés ne sont pas sur le terrain. C'est ce que nous appelons les enseignants fictifs. Donc l'objectif du contrôle de la Halcia, c'est tout simplement de détecter ces enseignants fictifs là et de réduire la masse salariale qui nous allons d'ailleurs exiger à ce que après ce contrôle que le rapport soit publié pour que le surplus qui a été détecté soit utilisé pour revaloriser les pécules de ceux qui sont effectivement sur le terrain, ou bien mieux intégrer tous ceux qui sont contractuels réellement sur le terrain. Cette mission d'identification des enseignants contractuels ne vise qu'une maîtrise des effectifs de ce sous-secteur de l'éducation. C'est pourquoi le Ben Sinaseb rassure ses militants. Nous rassurons nos camarades parce que nous avons un certain rumeur où on fait cas de contrôle de pièces de contrôle. Nous demandons tout simplement à nos camarades d'être sereins et d'être sur leur poste de travail, de se munir de leur diplôme, parce qu'ils ont tout simplement demandé à ceux qui ont eu la formation initiale d'amener leur diplôme d'école normale, et pour ceux qui ont été recrutés en tant que brut, d'amener leur brevet. Voilà les pièces qu'on demande et la pièce d'identité aussi. Donc pour ceux qui ont la formation initiale, ils doivent se munir de leur diplôme d'école normale, de leur brevet et de leur pièce d'identité. Maintenant, ceux qui ont été recrutés en tant que brut, parce que vous savez qu'il y a des enseignants qui sont recrutés en tant que brut sur la base seulement de leur diplôme et de leur brevet ou bien de leur bac, qui n'ont pas de formation initiale. Pour ces camarades, on demande tout simplement le bac ou bien le brevet et la pièce d'identité. Donc il n'est pas question pour la Halcia de vouloir réprimer ceux qui sont sur le terrain. Non, non. Il s'agit pour la Halcia de détecter réellement des enseignants fictifs que l'État est en train de prendre en charge, qui en réalité n'exercent pas. Cette opération d'identification des enseignants contractuels qui aura lieu du 30 mai au 15 juin 2016 intervient à une période où certains enseignants contractuels enregistrent 2 à 3 mois d'arrêt de salaire. Un état de fait que condamne le Sinaseb. Ensuite, dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, le MOJEN demande au président de la République, Issoufou Mahamadou, de mettre à la disposition de la justice nigérienne les personnalités impliquées dans la fraude au concours de recrutement des agents de la santé. Je vous propose de suivre le président du MOJEN, Siraj Issa. Le Courrier, l'Enquêteur, le Canard déchaîné vient de révéler, document à l'appui, comment certaines personnalités politiques sont impliquées dans la fraude du concours d'intégration à la fonction publique section santé. Il s'agit des listes d'admis. Il s'agit des listes d'admis dictées par les soins de Dr Malika Issoufou, Fumo Kwegado, Al-Kassoum Indatou, les chefs de cabinet du président de la République, la présidente de la Cour constitutionnelle et les chefs d'état-major général des armées. Scandale assez révélateur de l'état d'esprit des hommes et des femmes qui gèrent les plus grandes institutions républicaines au Niger. Qu'attend le président de la République pour limoger ces personnalités et les traduire en justice?
L'Hémogène condamne avec la dernière énergie l'implication de fraude de ces personnalités, ainsi que les tentatives de couverture dont elles bénéficient contre la justice. L'Hémogène exige que toutes les personnes impliquées soient livrées à la justice afin qu'elles répondent de leurs actes. L'Hémogène ne saurait accepter une telle injustice où des personnalités politiques croupissent dans les prisons nigériennes pour des raisons purement politiques sur la base de faux dossiers. Enfin, l'Hémogène interpelle le magistrat suprême sur le respect de son serment coranique afin qu'il remette ces personnalités impliquées dans ces scandales à répétition dans le domaine de la justice. Afin de mobiliser des ressources pour la préparation des compétiteurs nigériens qui participeront aux Jeux Olympiques 2016, une nuit olympique a été organisée hier au Palais des Congrès par le ministère des Sports en collaboration avec le COSNI. Plus de précisions avec Ibrahim Tikiré et Sadoumi. Pour une nuit olympique, une première au Niger, tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer l'excellence. Il s'agit d'une soirée de gala organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le COSNI pour la mobilisation des ressources additionnelles en faveur de la participation du Niger aux Jeux Olympiques Rio 2016. Au cours de cette soirée de gala, plusieurs allocutions ont eu lieu. D'abord, le président du COSNI. Cette année, notre pays participera aux compétitions olympiques avec au moins 6 athlètes qualifiés, tous ayant bénéficié de la bourse olympique. Mais je voudrais mettre un accent tout particulier sur notre grand espoir de médaille. J'ai nommé Abdourazak Issoufou. Notre jeune prodige de la Fédération nigérienne de taekwondo, qui a réalisé l'exploit de qualifier le Niger dans cette discipline aux Jeux Olympiques pour la première fois dans l'histoire sportive de notre pays. Plus que jamais, mesdames et messieurs, depuis la médaille de bronze de Issaka dévolée aux Jeux Olympiques, le Niger n'est aussi proche d'une autre consécration. Rien qu'en 2016, année des Jeux, Abdourazak Issoufou Alfaga a obtenu la médaille d'or de plus de 5 compétitions majeures auxquelles il a participé. Puis le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a annoncé aussi la contribution des membres du gouvernement à hauteur de 10 millions de francs CFA. Nous avons décidé au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, au nom du gouvernement, de prendre en charge les frais afférents aux préparatifs de notre athlète Alfaga qui s'entraîne en Allemagne et cela pour un coût d'environ 62 500 000 francs CFA. Je voudrais souligner que depuis lors, nous avons remarqué justement au niveau de ce jeune homme un certain engagement nouveau, une certaine prise de conscience de la responsabilité qui est la sienne par rapport à tous ces mouvements de soutien, tout azimut de l'ensemble du peuple nigérien autour de sa personne, parce que, comme vous le disiez tous, il constitue une fierté nationale, il constitue l'espoir de tout un peuple. En plus de la présentation des athlètes qui défendront les couleurs nationales au Brésil en août prochain, il y a eu la prestation des artistes nationaux et des démonstrations sportives et la remise d'un certificat de reconnaissance du président de la FENILUT au président du COSNI. Autre temps fort de cette nuit olympique, c'est ce face-à-face entre l'unique médaille olympique du Niger, Issaka Daboré, et l'espoir d'une seconde médaille olympique au JO, à savoir le taekwondoïne Alfaga Issoufou Abdourazak. L'instant était émotionnel et le vieux Daboré a prodigué des conseils au jeune Alfaga. Il faut se sacrifier. Le sport, il veut la sacrifice. Parce que la sacrifice, vous savez, un homme et une femme, au moins un match à vue, il faut passer au moins
au moins 30 jours, ou même 40 jours, que tu n'es pas couché avec une femme. L'Afrique est dans la tourmente de la malgouvernance. Du coup, la démocratie se retrouve de plus en plus étouffée. Et le tout est malheureusement amplifié par plusieurs chefs d'État africains qui triturent et modifient les constitutions de leur pays afin de se maintenir au pouvoir. Ce qui a suscité le commentaire qui va suivre. L'Afrique de la malgouvernance. L'Afrique est un continent particulier qui donne continuellement à réfléchir sur la façon dont la gouvernance s'effectue dans les différents États qui le composent. En effet, après la période des pères fondateurs des indépendances dans les années 1960 a succédé l'ère des coups d'État à profusion pour aboutir à la vague de démocratisation qui avait débuté à partir de 1990. Cependant, avec le temps qui passe, force est de constater que la démocratisation imposée aux États africains n'a pas fait le bonheur de leur peuple. La preuve aujourd'hui est donnée par l'immigration où les Africains sont obligés de braver des déserts et des mers pour fuir la misère dans leur pays et rêver d'une vie meilleure en Europe. Et cela du seul fait de la malgouvernance dans les États africains. Oui, l'Afrique est malade politiquement. Actuellement, de notre grand pays, le Niger, en passant par le Congo-Brazzaville, la Gambie, Djibouti, le Burundi, le Zimbabwe, etc., le mal politique est là. Un mal qui pousse les dirigeants soit à triturer les constitutions pour se maintenir au pouvoir ou à organiser des élections truquées afin de perpétuer leur règne. Pendant ce temps, la dignité, la probité, la compétence, l'excellence sont sacrifiées au profit du culte de la médiocrité. Et le drame est que l'Afrique devient la risée du reste du monde, tellement les comédies politiques qui s'y jouent sont décapantes, les unes plus que les autres. Et pendant ce temps, les peuples africains pataugent dans la misère la plus noire du fait de l'égoïsme et de la méchanceté de leurs dirigeants. Néanmoins, en Afrique, tout ne peut pas être sombre. Une lueur d'espoir subsiste, à l'exemple des pays comme le Ghana et le Cap-Vert qui évoluent dans le sens de la bonne gouvernance, et récemment le Nigeria et le Bénin qui viennent élargir la liste. Aussi convient-il de rappeler cette citation de Nelson Mandela, lorsqu'il disait « Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. » Une manière de dire à ces dirigeants africains de retourner à l'école de la sagesse africaine pour se ressourcer. Le verdict du procès d'Hissène Habré est attendu demain au palais de justice de Dakar. L'ex-président tchadien est jugé depuis 10 mois par un tribunal spécial africain au Sénégal pour crime contre l'humanité. Retour sur ce procès inédit avec Léla Salhi. Le 20 juillet 2015, il est amené de force devant la cour. Un tribunal qu'Hissène Habré récuse et où il refuse de s'exprimer. Plus de 4000 personnes se sont portées partie civile. Victimes de torture sous le régime Habré, elles attendent ce jour depuis 25 ans. Avec une poignée d'activistes, Ryd Brody a été le fer de lance de la campagne pour un jugement de l'ancien président tchadien. Quand nous avons commencé il y a 16 ans à travailler avec les victimes, il y a une qui nous a demandé, mais depuis quand la justice est-elle venue jusqu'au Tchad? Personne ne croyait. Personne ne croyait qu'on serait là à l'aube du procès d'Hissène Habré. Face au chaos semé par les pro-Habré dans la salle d'audience, les débats sont d'abord suspendus. Ils reprennent début septembre. Cette fois, la cour est prête. À la moindre protestation, les partisans de l'ex-président tchadien sont expulsés. Hissène Habré, lui, ne sort pas de son silence. En tout, 10 mois de procès, un grand défi pour la justice africaine. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est jugé sur le continent. Et dès le début, l'espoir que l'événement marque un tournant en matière de justice internationale. On n'arrive pas à juger ces crimes en Afrique et on refuse effectivement que la Cour pénale internationale les juge aussi. L'enjeu, c'est surtout la crédibilité de ce procès. Les audiences se sont achevées le 11 février. La défense a plaidé l'acquittement. Le procureur, lui, a réclamé la prison à perpétuité. Hissène Habré a fait régner la terreur au Tchad pendant 8 ans dans les années 80. Sous son règne, plus de 40 000 personnes ont été éliminées.
En Irak, l'armée pourrait reprendre la ville de Fallujah dans les prochaines heures. La vaste offensive lancée par les soldats gagne en intensité avec les bombardements de la coalition. Reportage Anne-Sophie Moff. Purgée à plus de 90% de toute présence djihadiste, Garma, l'arrière-cour de Fallujah, n'est plus que ruine et désolation. En 4 jours d'offensive contre l'organisation de l'État islamique à Garma, les troupes irakiennes ont reconquis 70% de territoire de plus en un an d'opération. Pour vaincre l'ennemi, l'armée irakienne a creusé ses canalisations, détourné l'eau de la rivière et ainsi inondé 5 km de terre menant à Fallujah. Si on n'avait pas fait ce genre de choses, installé ces canalisations et ouvert l'eau de ce côté, on aurait pu perdre beaucoup de nos hommes. Ces zones contiennent beaucoup de bombes qui sont inutilisables à cause de cette eau, et ça c'est bien pour nous. Dans cette maison transformée en un centre de commandement militaire et d'écoute des djihadistes, le lieutenant-colonel Ahmed. En un mois, lui et ses hommes ont réussi à éliminer 300 militants de l'organisation de l'État islamique. On a déstabilisé son centre de commandement et on lui a fait perdre le contrôle de la situation. Nos troupes ont réussi à avancer dans différentes directions, au nord et au sud de Fallujah. C'est une très petite résistance, une résistance qui n'est pas forte. Véhicules piégés, bombes dissimulées dans des bâtiments, kamikazes et tireurs embusqués restent les méthodes d'attaque des djihadistes. Nous sommes à 5 km du centre-ville de Fallujah. Derrière moi, les positions de l'organisation de l'État islamique, des djihadistes affaiblis par 3 mois de siège. Sur cette ligne de front qui isole Garma de Fallujah, les unités de mobilisation populaire à dominante chiite, dont l'armée ne peut se passer. Toutes les forces qui ont pu atteindre cette position ont parcouru 7 km en 4 jours dans une bataille organisée en un temps record. Des hommes déterminés à reconquérir leur territoire, quitte à y verser leur propre sang. Tous le savent, même affaiblie, l'organisation de l'État islamique doit encore être vaincue. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.